Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire une des saisines qui a généré l'intervention de la rapporteure spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants, qui a été faite le 27 juillet 2023 et rendue publique le 26 septembre 2023 contre la France. Cette communication interpellative contre la France, donc pour les affaires de Priscilla Majani, Sophie Abida et Anna Dam Stockholm. En sachant que nous avons effectué les saisines pour Priscilla Majani et Sophie Abida, qui ont donc généré l'intervention de la rapporteure spéciale pour ces deux affaires. Petite précision, en attendant le communiqué numéro 2 sur cet événement. Donc c'est tout à fait au début de février 2023 que nous avons été invités par un homme charmant que nous avons rencontré, qui était haut fonctionnaire à l'ONU, à tenter cette démarche, cette initiative, cette opération consistant à saisir des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Opération qui avait tout son intérêt avec la participation de cet ami qui pouvait en fait, qui déjà nous aiguillait dans la façon dont il fallait rédiger ces rapports de saisine, et puis qui surtout assurait un suivi de façon à ce que ces saisines ne soient pas lettres mortes. Donc nous avons constitué ensemble, ce monsieur Janel Ziman et moi, un petit groupe de travail informel qui entre-temps d'ailleurs s'est un petit peu fourni, nous en reparlerons une autre occasion. Groupe de travail qui a commencé à faire les premières saisines pour le cas de Priscilla Majani et puis après, chemin faisant pour Sophie Abida et d'autres affaires encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ce petit groupe de travail a rapidement décidé, après qu'un premier envoi ait été fait à Madame Fatima Singate pour Priscilla Majani, le 15 février 2023, ce petit groupe de travail a décidé qu'il fallait mettre toutes les chances du côté de Priscilla Majani, fournir un petit peu mieux le dossier et tenter de s'associer les services des avocates de Priscilla Majani afin qu'elles veuillent bien se joindre à notre initiative. Voilà. Donc les avocates de Priscilla Majani, qui ont tout de même tardé un petit peu d'ailleurs à répondre, ont finalement accepté de se joindre à notre initiative sur demande de cet ami, Christophe Péchou, qui, après que nous en ayons discuté ensemble, les a contactés pour leur demander de bien vouloir participer à la mise en place, à la transmission de données supplémentaires, notamment sur les conditions d'incarcération de Priscilla Majani. Nous en reparlerons au communiqué numéro 2. Alors voilà, je vous lis la saisine qui a été transmise le 15 mars 2023 à Madame Mama Fatima Singate, rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Nations Unies, Commission des droits de l'homme, l'adresse, Janel Ziman et Stan Mayo, journalistes indépendants, défenseurs bénévoles des droits de l'homme. Nos adresses e-mail. Je vous préviens, il y en a pour une quarantaine de minutes, donc installez-vous confortablement. Objet. Saisine sur une affaire de viols impunis commis sur une enfant, aggravée par un déni de justice caractérisé et le déclenchement de mesures répressives injustifiées par le système judiciaire français. Affaire de Madame Priscilla Majani et de sa fille Camille. Pièce jointe. Copie de nos cartes de journalistes indépendants. Copie du rapport de l'ONU du rapporteur spécial Juan Miguel Petit sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants rendu en 2003. Madame la rapporteuse spéciale. Suivant le conseil de Monsieur Christophe Péchou, chef de section, branche des procédures spéciales de l'ONU, nous avons l'honneur de revenir vers vous, Madame la rapporteuse spéciale, afin de vous adresser un rapport chronologique et factuel concernant le cas de Camille, 17 ans, victime au plus jeune âge de viols répétés par ascendant direct couverts par la justice française. Réfugiée en Suisse suite aux mesures répressives injustes déclenchées par la France contre elle et contre sa mère Priscilla Majani. Quant à elle, actuellement détenue en France arbitrairement dans le sillage du déni de justice initial. Nous connaissons cette affaire depuis sa survenue en 2011. Nous avons enquêté depuis lors en tant que journalistes
de manière approfondie sur celle-ci, rassemblant toutes les pièces requises, y compris les témoignages filmés et vidéos de la victime et de sa fillette Camille, alors âgée de 5 ans. Devant le refus de la justice d'écouter Madame Majani et sa fille, et de protéger cette dernière contre les violences sexuelles exercées par son père, puis confrontée au retournement de la justice contre elle, la maman a pris la décision de prendre la fuite, seul moyen lui restant pour assurer la sécurité de sa fille et son intégrité physique et psychologique. La fuite de cette femme et de sa fille est une mesure extrême, mais heureusement couverte par le droit pénal français, article 122-7 du Code pénal français sur l'état de nécessité. Elle constituait l'unique moyen à la disposition de Madame Majani de protéger sa fille. D'une part, de son géniteur, que cette dernière dénonçait comme étant son agresseur sexuel, ainsi que, d'autre part, de décisions de justice visant à remettre l'enfant à la garde de son père suite à un classement sans suite rendu en 48 heures et sans réelle enquête par les acteurs judiciaires, pourtant saisis dans les formes légales par Madame Majani dans le cadre des révélations de sa fille Camille. Ma compagne Janet Zeman et moi-même, nous sommes impliqués à titre citoyen dès le début de cette affaire. Nous avons agi par solidarité humaine et en vertu du principe de précaution, car nous partagions la crainte que le recours extrême à la fuite par cette mère ait été et continue d'être fondé. Les premiers éléments concernant ce cas qui nous avait été transmis par une proche de Madame Majani permettaient de considérer, d'une part, que la saisine du système judiciaire faite par Madame Majani dans les formes légales pour protéger sa fille était totalement fondée et justifiée, et d'autre part, que, malgré cela, les acteurs judiciaires saisis s'étaient retournés contre elle en parfaite violation de leur mandat, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des textes de loi français et des diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avons pu vérifier la teneur de cette affaire immédiatement après être rentrés en contact avec Madame Majani et sa fille Camille. Titre: description de l'affaire. Détails concernant la victime de viol par ascendant direct, de déni et de persécution judiciaire. Camille, née Chauvet, âge 17 ans, date de naissance 28 octobre 2006 à Hyères, France, nationalité française, scolarisée au gymnase de Morges, placée sous curatelle et sous protection du canton de Vaud. Curateur Loïc Parraine, avocat. Adresse du cabinet d'avocat en question. Détails concernant la mère protectrice détenue arbitrairement. Nom et prénom: Priscilla Majani, date de naissance 30 mars 1974, à Paris. Nationalité française, situation familiale divorcée, mère d'un enfant, Camille. Profession: officier ingénieur au grade de capitaine dans l'armée française, détaché dans la marine nationale. Adresse actuelle: en prison. Madame Majani, écrou 203 653, centre pénitentiaire des Baumettes, 239 chemin de Morgiou, 13 009, Marseille, France. En fait, c'est 13 009, pardon, Marseille, France. Date de la première arrestation, garde à vue, 23 février 2011. Date de la seconde arrestation, 22 février 2022. Condamnation. Rendu en cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 janvier 2023. Sentence: 2 ans et 9 mois de prison ferme sans possibilité d'aménagement de peine et 30 000 € de dommages et intérêts à verser à M. Alain Chauvet, son ex-mari. Historique de l'affaire. Janvier 2011. Priscilla Majani est en instance de divorce d'Alain Chauvet, 27 ans plus âgé qu'elle. Séparée de son mari depuis 2 ans et leur fille Camille, 5 ans, est en garde alternée chez l'un et l'autre parent. À l'occasion de la garde alternée chez sa mère, Camille lui fait des déclarations concernant les mauvais traitements, les violences physiques et les viols qu'elle subit de la part de son géniteur lorsqu'elle est chez ce dernier. La grand-mère maternelle, Heidi Majani, est présente lors de ces révélations spontanées de Camille. Priscilla Majani, déjà alertée par des stigmates
fissures anales et anus anormalement dilaté, qu'elle avait interprété comme provoquées par des selles difficiles, prend conseil auprès de son avocate de l'époque. Elle effectue ensuite, le 18 janvier 2011, un signalement au commissariat de police de Hyères pour de fortes suspicions de viol sur mineur par ascendant direct. 3 jours plus tard, le 21 janvier, le procureur de la République, pardon, j'ai sauté la ligne, 3 jours plus tard, le 21 janvier, le procureur de la République du tribunal de Toulon, dont dépend le commissariat de police de Hyères, classe la plainte par un non-lieu, sans en informer légalement, ni même informellement, Madame Majani. À la suite de l'audition de Camille selon la procédure spéciale prévue, procédure Mélanie, qui a pourtant réitéré ses accusations contre son géniteur de façon explicite, lesquelles ne laissent pas de place au doute, aucune enquête réelle n'a lieu, si ce n'est l'audition comme simple témoin de M. Chauvet, qui rejette les allégations faites par sa fille en argumentant que celle-ci est instrumentalisée par sa mère pour l'y nuire, portant plainte contre Mme Majani pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère. Cette audition de M. Chauvet clôture le simulacre d'enquête, déclenchant, via le procureur de la République de Toulon qui prend arbitrairement parti contre Mme Majani et sa fille Camille, des poursuites pénales contre la mère, visant, entre autres, à lui arracher la garde de sa fille pour l'attribuer au géniteur. Ce magistrat veut considérer, sans avoir permis la manifestation de la vérité dans cette affaire de viol sur mineur de 15 ans par ascendant direct, que celle-ci est sans fondement et que Mme Majani l'avait déclenchée uniquement par malveillance envers son mari et afin de lui faire retirer son droit de garde partagé. Mme Majani n'est pas informée du non-lieu rendu 3 jours après son signalement, ni du retournement de situation s'opérant contre elle. Suivant le conseil des policiers qui l'ont auditionnée, pensant qu'une enquête a lieu pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant direct, Mme Majani ne remet donc pas Camille à son père qui la lui réclame, ce par souci de protéger sa fille. Il s'agit là d'une mesure élémentaire imposée par le droit, suivant le principe de précaution et la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Madame Majani recueille de nouvelles déclarations de sa fillette et se rend à Paris avec elle pour la faire examiner par des médecins spécialisés à l'hôpital Trousseau, fin janvier 2011. À la suite de ces examens cliniques et des déclarations spontanées réitérées par Camille lors de ces examens, le chef de service de cet hôpital fait également un signalement pour suspicion de viols incestueux sur mineurs. Entre-temps, de connivence avec le procureur de la République, M. Chauvet dépose une nouvelle plainte contre elle pour non-représentation d'enfants. Titre: Retournement de situation. Le 23 février 2011, Mme Majani reçoit un appel téléphonique du policier en charge de son affaire qui l'informe qu'il y aurait eu un classement sans suite son signalement et qu'elle doit se rendre au commissariat de police de Hyères, séance tenante. Ne cédant pas à ses pressions, aucune convocation ne lui a été adressée dans les formes légales, Mme Majani est, le jour même, illicitement arrêtée à son domicile par des policiers qui la conduisent, menottée, au commissariat. Elle est alors placée en garde à vue dans le cadre de son inculpation par le parquet de Toulon pour des faits prétendus de dénonciation mensongère, dénonciation calomnieuse et non-représentation d'enfants. Dans le même temps, le juge a accordé de nouveau la garde alternée au père, en dépit des graves déclarations faites par Camille lors de son audition suivant la procédure Mélanie. Madame Majani, qui n'a été informée du classement sans suite de sa plainte que par téléphone, n'en a jamais reçu de notification suivant les formes prescrites par la loi, via un écrit mentionnant les voies et délais de recours prévus. Le 24 février 2011, soit au second jour de sa garde à vue, Madame Majani est amenée de force, menottée en public, devant une experte psychiatre attachée au tribunal de Toulon, sans pouvoir s'opposer à la mesure, n'ayant aucun avocat pour l'assister à ce moment. En quelques minutes d'un entretien clinique, jugé hostile par Madame Majani, l'experte psychiatre lui déclare qu'elle est folle
et qu'elle devra se soumettre à des soins psychiatriques. Curieusement, le dossier pénal révélera des conclusions d'expertise psychiatrique ne correspondant pas à cette menace gravissime matérialisée à ce moment, mais déclarant au contraire que Mme Majani est saine d'esprit et donc parfaitement responsable au plan pénal de ses actes. Je vous fais une petite précision en passant. Le premier rendu de l'experte a tout simplement été remplacé par un autre, vu que l'affaire commençait à faire du bruit. Je reprends. Durant le second jour de cette garde à vue, des policiers se rendent au domicile de Mme Majani, enfoncent sa porte dans le but d'emmener la fillette. Ils ne l'y trouvent pas, sa grand-mère maternelle l'ayant prise chez elle suite à l'arrestation de sa mère. À la fin de ce deuxième jour de garde à vue, Mme Majani est finalement présentée devant les magistrats du tribunal de Toulon qui lui notifient son placement sous contrôle judiciaire et sa remise en liberté provisoire, avec obligation de soins psychiatriques et obligation de remettre sa fille à la garde exclusive de son géniteur. Aucune enquête n'est ouverte et aucune mesure de précaution n'est prise alors pour protéger l'enfant. Une fois libérée, Mme Majani réalise qu'elle ne peut compter sur la justice pour protéger sa fille et qui, au contraire, se retrouve en danger en fonction du parti pris contre elle par les acteurs judiciaires, se trouvant elle-même sur le banc des accusés pour avoir essayé de protéger sa fille par voie légale. Le 25 février 2011, Mme Majani prend alors la décision de fuir avec sa fille, sacrifiant sa carrière professionnelle et sa vie sociale. Refusant de se soumettre au contrôle judiciaire et, davantage encore, de remettre sa fille à la garde de son père, elle se voit forcée de passer à la clandestinité pour la protéger, étant dès lors poursuivie par les autorités françaises. Notons que cette mesure extrême et désespérée ne correspond pas à la situation d'illégalité suggérée par le terme de clandestinité. L'action de Mme Majani étant couverte en droit par l'article 122.7 du Code pénal français relatif à l'état de nécessité, c'est-à-dire, en fait, à un cas de force majeure. Petit nota bene numéro 1, je vais en bas de page. La notion pénale en droit français d'état de nécessité est au cœur même de l'action de Mme Majani. Fuite avec un enfant pour la protéger de décisions de justice susceptibles de lui porter un grave préjudice. Décision prise alors en désespoir de cause, en dernier recours et dans un cas d'évidente force majeure. Mais cette notion a été rejetée d'office par les acteurs judiciaires, de façon logique au demeurant, car la justice française en général refuse de reconnaître la réalité de cette notion d'état de nécessité dans ce genre de situation survenant suite à un tel déni de justice. Je remonte. Titre: Notre intervention citoyenne. Courant février 2011, Jeannette Ziman et moi-même avons été alertés par une proche de Mme Majani de la situation dans laquelle elle se trouvait et qui était très critique à ce moment-là. Nous avons décidé de nous impliquer immédiatement, considérant, au vu des premiers éléments qui nous avaient été transmis, ainsi que de notre expérience personnelle de défenseur bénévole de droits de l'homme, initialement au sein d'une association de lutte contre les violences judiciaires, et de journalistes indépendants enquêtant sur le climat ambiant de protection institutionnelle de la pédocriminalité, que nous étions confrontés à une situation tragique d'une mère en fuite dans ce fameux cadre d'état de nécessité et nécessitant avec sa fille une aide citoyenne de toute urgence. Nous avons alors organisé la fuite hors de France de cette mère protectrice avec sa fille ainsi que leur mise en sécurité dans un pays voisin, agissant par principe de précaution et en vertu de la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est alors que nous avons réalisé les interviews filmées de Mme Majani, puis avec son accord express de Camille. Ces interviews rentraient dans le cadre d'un documentaire journalistique indépendant que nous réalisions sur le thème de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Il s'agissait d'un sujet peu connu, mais déjà révélé par un rapporteur spécial de l'ONU en 2002 et 2003, pièce jointe numéro 2,
dans lequel s'inscrivait cette affaire ainsi que les nombreuses autres sur lesquelles nous enquêtions. Voici les liens permettant de visionner, à travers cette enquête journalistique, ces interviews prises courant 2011. Et là, nous mettons les liens du documentaire Janet Ziman et Stan Mayo, le retour, avec les parties qui correspondent aux interviews de Priscilla Majani et de Camille. Je reprends la lecture. L'examen que nous avons immédiatement pu faire de cette affaire nous a confortés dans la certitude du bien fondé de la fuite de Madame Majani avec sa fille, et même de l'impérieuse nécessité d'avoir eu recours à cette mesure extrême, et quant au fait que cette action avait bien été décidée par cette femme dans l'unique but de protéger sa fille, d'une part d'un prédateur sexuel intouchable et, d'autre part, de décisions de justice rendues en absolue violation des divers textes de droit français et internationaux et des conventions internationales relatives à la protection de l'enfance, s'agissant de décisions iniques qui condamnaient la dite fillette à subir les viols de la part de son géniteur le reste de son enfance. La façon dont avait été menée cette affaire par les divers acteurs judiciaires saisis par Madame Majani dans les formes légales interdisait la manifestation de la vérité, ce qui conduisait par ricochet à une situation où, à minima, et sans tenir compte des divers éléments à charge contre le géniteur de Camille, la fillette allait être exposée durablement à de probables nouveaux actes criminels de viol par ascendant sur sa personne. Au-delà de la dangerosité du prédateur en objet, du prédateur intouchable en objet de cette affaire, ce déni de justice caractérisé, aggravé par une série de décisions et de mesures prises sous couvert d'une prétendue administration de la justice, constituait la principale menace qui pesait sur Camille et qui justifiait pleinement l'action de Madame Majani ainsi que notre intervention citoyenne pour l'aider à protéger sa fille et rendre ce scandale public en vertu du principe de droit d'état de nécessité. Je vous fais une petite parenthèse rapide. La raison pour laquelle, lorsque j'ai fait ces saisines avec Janet, je viens préciser quel avait été notre rôle sur le terrain, donc pour l'exfiltration et la protection dès le début de Priscilla et de Camille. Et c'est tout simplement qu'après l'arrestation de Priscilla Majani, nous avons dû, tous les deux, Janet et moi, repartir en clandestinité parce qu'il était question à ce moment-là que les magistrats français réouvrent une instruction après avoir établi les complicités de l'enlèvement de Camille. Voilà, donc nous étions dans une situation tendue. Et heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais je pense que ça, c'est grâce au bruit qui a été généré autour de l'arrestation de Priscilla Majani. Voilà, je reprends la lecture. Titre, dernier développement. Au bout de 11 années de vie clandestine avec sa fille, clandestine entre guillemets, dont ces 5 dernières années passées en Suisse, Madame Majani a été arrêtée par la police suisse le 22/02/2022. Elle était ciblée par un mandat d'arrêt international après avoir été condamnée par contumace à 6 ans d'emprisonnement ferme pour soustraction de mineurs avec les accusations initiales de dénonciation calomnieuse, dénonciation mensongère et non-représentation d'enfants, c'est-à-dire pour avoir protégé son enfant. Elle a été incarcérée durant 5 mois en Suisse pour être ensuite extradée en France à la requête du parquet de Toulon qui avait lancé le mandat d'arrêt international contre elle, en violation des conventions internationales, notamment en matière d'intérêt supérieur de l'enfant. Sa fille Camille était âgée de 16 ans et demi au moment de l'arrestation de sa mère, n'étant pas en sa compagnie lorsque cela s'est produit dans la soirée du 22 février 2022, mais en vacances de ski. Camille avait jusque-là été scolarisée sous anonymat dans un collège privé dans le canton de Vaud à Morges et s'épanouissait aux côtés de sa mère qui lui offrait, malgré sa situation extrêmement sensible et difficile à de multiples égards, un mandat d'arrêt international pesant sur elle depuis des années, une éducation exemplaire et une vie sociale riche en tout point. Du fait que Camille, d'une part, avait atteint l'âge de la majorité sexuelle et, d'autre part, qu'elle pouvait justifier de plus d'1 an de vie sociale,
Elle était protégée par la Constitution suisse qui imposait aux autorités suisses de rejeter la demande d'extradition formulée contre elle par le parquet de Toulon, suivant les exigences de son géniteur. Ce dernier, qui a le bras très long et qui poursuivait une écrasante campagne de calomnie contre son ex-femme par voie de presse, intervenant fréquemment sur les plateaux d'émissions télévisées de France pour expliquer que son ex-femme était folle et qu'elle lui avait enlevé leur fille, entend récupérer Camille à tout prix et par tout moyen, ce qu'il manifestait encore publiquement tout dernièrement. Cependant, Camille a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle refusait tout contact avec son géniteur en réponse à ses exigences et a réitéré ses accusations de viol par ascendant direct contre son géniteur, alors que sa mère était emprisonnée en Suisse avant d'être extradée vers la France. Camille manifestait encore récemment toute la souffrance morale qui l'accable suite à sa brutale séparation d'avec sa mère, provoquée par une extradition inique de celle-ci, décidée par les autorités suisses en violation des textes de droit international et des conventions internationales relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant. De son côté, séquestrée en France à la prison des Baumettes de Marseille, une des pires de France, Madame Majani avait fait opposition du jugement rendu contre elle et a été jugée en première instance au tribunal de Toulon le 16 septembre 2022. Plusieurs témoins clés vinrent à cette audience pour s'exprimer à la barre en faveur de la défense. Ainsi, la directrice d'école qui avait permis la scolarisation de Camille dans le canton de Vaud avait fait le déplacement pour dépeindre l'adolescente, brillante scolairement, épanouie et parfaitement équilibrée. Les autres témoins à décharge, qui apportaient un témoignage à charge contre Alain Chauvet, ne furent pas autorisés à s'exprimer au cours de l'audience. Dans le même esprit, la présidente du tribunal a interrompu l'avocate de la défense dans sa plaidoirie, refusant de la laisser poursuivre, déclarant que, je cite, « la Cour était suffisamment éclairée », manifestant ainsi publiquement sa partialité. Ce refus caractérisé de permettre à Mme Majani d'avoir accès à un procès impartial et équitable viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des libertés fondamentales, des procédures de droit français en matière des droits de la défense, ainsi que des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. En conclusion de ce procès truqué, Madame Majani a été condamnée à 5 ans de prison ferme ainsi qu'à verser 50 000 € de frais de dédommagement à son ex-mari. Elle a fait appel immédiatement, étant placée de nouveau en détention provisoire sur décision de la présidente d'audience qui avait ostensiblement violé son droit fondamental à la défense et à un procès équitable. Entre-temps, Camille, atteignant ses 17 ans, avait publiquement réitéré ses accusations à l'encontre de son père au cours d'un entretien vidéo anonymisé. Elle avait porté plainte depuis la Suisse contre ce dernier pour violence psychologique, violence physique et violence sexuelle, plainte étayée avec des détails explicites quant à la nature des violences subies. Lors de l'audience devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2022, la première épouse d'Alain Chauvet, ainsi qu'une des 3 enfants de ce premier mariage, dont les témoignages avaient été écartés des débats en première instance, purent, cette fois, témoigner de la tyrannie et de la terreur qu'elles avaient vécues avec Alain Chauvet, décrivant un climat violent, dangereux et extrêmement malsain. Le profil du bon père de famille éploré et calomnié s'effondra, laissant place à celui d'un tyran brutal et pervers. Ce véritable profil avait déjà été mis en lumière par notre enquête réalisée en 2011, lors des premiers jours de la fuite de Mme Majani et de sa fille. Il s'agissait de la publication de l'interview de Camille lorsqu'elle avait 5 ans, assortie d'une série de photos à caractère pédopornographique qu'Alain Chauvet avait prises de sa fille lorsqu'elle n'était qu'un nourrisson. Nota bene, numéro 2, je passe en bas de page. Ces séries de photos ainsi que la vidéo prise de Camille lorsqu'elle avait 5 ans restent des éléments déterminants permettant de confondre à la fois Alain Chauvet mais aussi les magistrats dont l'impartialité est douteuse qui l'appuient
ont couvert et continuent de couvrir ces forfaits. Ces éléments sont d'autant plus importants, en particulier dans le cadre de la plainte de Camille contre son père, vu que les probabilités que cette plainte soit classée sans suite par la justice au prétexte que rien de tangible ne permettrait aujourd'hui d'étayer les faits de viol sur mineur par un ascendant direct sont élevées. Je remonte. Ces éléments n'ont jamais été pris en compte par la justice, alors qu'ils constituent des indices graves et concordants, susceptibles d'alimenter une enquête pour viol sur mineur par ascendant direct qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Malgré ces témoignages, malgré la plainte formulée depuis la Suisse par Camille à l'issue de 40 jours de délibéré, Madame Majani a été condamnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 janvier 2023 à 2 ans et 9 mois de prison ferme pour soustraction de mineurs, sans possibilité d'aménagement de peine, ainsi qu'à verser 30 000 € à son ex-époux. Il est à noter que la peine maximale encourue pour le délit de soustraction de mineurs est de 3 ans de prison ferme. Cette décision a provoqué l'indignation des très nombreux soutiens de Madame Majani, dont ceux venus entendre le verdict. Il est important de savoir qu'à la veille de l'énoncé du verdict, le 3 janvier 2023, une autre victime d'Alain Chauvet avait déposé à la même cour d'appel son écrasant témoignage. Il s'agit d'une femme qui rapporte comment elle a été agressée sexuellement par Alain Chauvet lorsqu'elle n'était qu'une enfant de 14 ans. Heureusement sans que ce dernier n'ait pu passer à l'acte au-delà de ses tentatives appuyées. Ce témoin rapporta également le fait qu'une de ses camarades adolescentes avait été agressée sexuellement par l'individu à cette même période. Ce fait d'importance n'a manifestement pas été pris plus en considération par les magistrats que les autres éléments de preuve à charge contre Alain Chauvet. La presse, dans son ensemble, a également évité d'en faire état. Titre: Infraction sans élément moral permettant sa constitution. Il est capital de relever que la partie de l'accusation traitant de dénonciation calomnieuse, de dénonciation mensongère et de non-représentation d'enfants a été finalement abandonnée par les magistrats de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avec une relaxe de l'accusé prononcée pour ces poursuites. Par l'abandon de ces 3 chefs d'accusation à la dernière minute, les juges reconnaissent implicitement le fait qu'il ne s'agissait donc pas d'une machination perpétrée par une mère indigne cherchant à nuire à un ex-conjoint, ce qui, depuis le début, a été affirmé avec force par la justice pour discréditer Madame Majani et jeter le doute sur ses craintes. Les juges reconnaissent en effet que cette femme, qu'ils renvoient en prison pour au moins une année de plus, est innocente et a agi honnêtement et courageusement en état de nécessité. Vu que la justice refusait d'entendre la parole de l'enfant et n'entendait donc pas œuvrer pour faire jaillir la manifestation de la vérité et encore moins œuvrer en faveur de la protection de l'enfant, mais au contraire livrer celle-ci à la garde de son agresseur sexuel. Ce faisant, les magistrats de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont ainsi eux-mêmes effacé l'élément moral ou intentionnel de l'infraction de soustraction de mineurs, alors que, sans élément moral ou intentionnel, aucune infraction, qu'elle soit contraventionnelle, délictueuse ou criminelle, ne peut être constituée au regard des prescriptions du droit pénal français et du droit international. Ainsi, le verdict lui-même, qui renvoie en prison Madame Majani en provoquant un grave et persistant préjudice moral et psychologique à sa fille Camille, entre autres, indique sans le dire que la dite décision de justice est criminelle et que la détention décidée est arbitraire. Nota bene numéro 3, je passe en bas de page. Le droit français ne permet pas aux acteurs judiciaires de poursuivre qui que ce soit si l'élément moral ou intentionnel indispensable pour constituer une infraction n'est pas établi avec les éléments légaux et matériels. Titre, commentaire.
La condamnation de Mme Majani à une peine sévère de privation de liberté pour des faits délictueux non constitués semble avoir été décidée depuis sa mise en examen en 2011. Les divers acteurs judiciaires ayant collaboré à un processus de simulacre de justice en violant de façon caractérisée et au mépris du principe de précaution les droits fondamentaux relatifs aux droits de la défense, à un procès équitable et impartial, ainsi que les principes fondamentaux du système judiciaire français garantissant la manifestation de la vérité, la justice, ainsi que la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous soulevons la question lourde de savoir ce que serait devenue Camille si sa mère n'avait pas eu le courage de sacrifier sa vie sociale et de prendre de tels risques afin de fuir avec elle pour la protéger. Ou encore, ce que serait devenue Camille si les autorités lui avaient mis la main dessus avant qu'elle n'atteigne l'âge de la majorité sexuelle. Dans le sillage de ce questionnement, nous souhaitons attirer votre attention, Madame la rapporteure spéciale, sur ce qu'ont pu devenir les nombreux enfants concernés dans les enquêtes que nous avons menées entre 2010 et 2012 en répondant aux recommandations de votre prédécesseur, M. Juan Miguel Petit. Voir le documentaire Janelle Ziman et Stan Mayo Le Retour. Alors que ces affaires de viol et d'agression sexuelle sur mineurs par ascendant et ou en réunion ont toutes été traitées avec le même mépris absolu des textes de droit français, des textes de droit international, des conventions en matière de droits de l'homme et des conventions en matière des droits de l'enfant et de sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. Au demeurant, Camille, âgée de 17 ans aujourd'hui, s'est retrouvée criminellement séparée de sa mère sur plusieurs années, son seul parent aimant et responsable, qui l'a protégée au détriment de sa vie professionnelle et sociale, de sa réputation, de sa santé, de sa liberté, pour devenir une criminelle. Camille est la seconde victime de cette mécanique judiciaire qui n'a pas voulu la protéger en classant sans suite dès le premier jour le signalement, en dépit des éléments de preuve apportés par la défense, lesquels auraient dû, au minimum, susciter de la part des juges soucieux du principe de précaution des mesures assurant la sécurité de l'enfant conformes à son intérêt supérieur, le temps, au moins, du déroulement d'une enquête rigoureuse. Je fais un petit commentaire rapide pour préciser que Camille est la seconde victime. Elle est la seconde victime et n'en est pas la première, comme c'est le cas dans toutes les autres affaires, parce que, justement, Priscilla Majani l'a sauvée en partant en clandestinité. Je referme la parenthèse, je reprends la lecture. Titre: Crainte relative à la sécurité de Madame Majani. Nous tenons à attirer votre attention, Madame la rapporteure spéciale, quant au fait que nous sommes tous deux passés par la séquestration d'État en France en raison de notre activité de journalistes indépendants et de lanceurs d'alerte, principalement sur le sujet brûlant de la pédocriminalité et entre autres pour avoir mené les enquêtes susvisées. Nous avons donc fait l'expérience directe de ce genre d'incarcération abusive dans le prétendu pays des droits de l'homme, en parfaite violation et du droit français et des conventions internationales en la matière à de multiples égards. Nous savons ainsi ce que Madame Majani endure dans la tristement célèbre prison des Baumettes à Marseille, où sa sécurité et son intégrité physique ne sont pas garanties. Elle ne semble pas être victime de mauvais traitements ou de conditions de détention dégradantes. Mais nous sommes inquiets quant à l'influence de son ex-mari qui est le bras long, et ce, jusqu'à l'intérieur de la prison. Il a déclaré à la presse, après le verdict du 4 janvier 2023, que la condamnation de son ex-femme ne le satisfaisait aucunement, ne comprenant pas pourquoi elle n'avait pas été condamnée à 20 ans de prison ferme. Des détenus décèdent en prison en France, dans des circonstances qui ne lassent pas d'inquiéter. Citons le cas de l'indépendantiste corse Yvan Colonna, condamné à 20 ans de prison ferme et arrivant en fin de peine, qui a été étranglé en mars 2022 dans la prison d'Arles par un détenu réputé dangereux lors d'activités supposées être surveillées. Le rapport commandé par le Premier ministre après cet assassinat
a dénoncé de graves dysfonctionnements récurrents dans la gestion des prisons françaises en matière de sécurité des détenus. Plus récemment, dans un cas lié à un des principaux réseaux mondiaux de pédocriminalité, le pourvoyeur français de jeunes filles et femmes à Jeffrey Epstein, retrouvé lui pendu dans sa cellule sous surveillance aux États-Unis, Jean-Luc Brunel a lui aussi été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris en février 2022. Sur la base de ces faits ainsi résumés, il nous semble que nous sommes en présence d'un cas d'école de détention arbitraire au sens où le droit français et le droit international des droits de l'homme l'entendent. Nous sommes aussi en présence d'un crime exprimé en droit français, d'enlèvement avec séquestration au-delà d'une durée de 5 jours, commis par personne dépositaire de l'autorité publique, première aggravation, et commis en réunion, deuxième aggravation. Ce qui, du point de vue du droit pénal français, est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Titre: Crainte concernant Camille. Camille se trouve aujourd'hui dans une situation scandaleuse à laquelle il doit être mis fin dans les meilleurs délais, en premier lieu au regard du préjudice chaque jour plus lourd dont l'adolescente fait l'objet. Le préjudice infligé à Camille sur les plans psychologiques, affectif et moral, par les autorités françaises avec la complicité des autorités suisses ayant permis l'extradition de sa mère, ne peut qu'avoir de néfastes répercussions sur ses études, sa vie sociale et donc son avenir. En outre, il nous est raisonnablement permis de redouter que le géniteur de Camille n'emploie les grands moyens afin de la récupérer coûte que coûte pour la neutraliser dans sa qualité de témoin victime de ses crimes. Vu les pouvoirs occultes dont il semble disposer, vu son acharnement depuis toutes ces années à traquer sa proie, sachant que dans cette manifeste configuration de réseau et de trafic d'influence, tout est possible, la protection administrative dont bénéficie Camille en Suisse n'étant aucunement un obstacle pour un quelconque projet d'enlèvement. En connaissance de cause, en tant que citoyen, journalistes indépendants, lanceurs d'alerte et défenseurs bénévoles de droits de l'homme, nous vous demandons, Madame la rapporteure spéciale, de bien vouloir vous pencher sur cette affaire en priorité absolue, afin d'intervenir en urgence pour obtenir que soit assurée la protection effective de Camille, pour que soient restaurés ses droits fondamentaux ainsi que ceux de sa mère protectrice, actuellement victime de détention arbitraire, avec les réparations qui s'imposent, vu notamment les préjudices extrêmes subis par l'une et l'autre depuis 12 ans. Nous avons par ailleurs saisi d'autres mandats des procédures spéciales qui nous paraissent concernés par cette triste affaire, parmi lesquels la rapporteure spéciale sur la violence à l'encontre des femmes et des filles, la rapporteure spéciale sur l'indépendance des juges et des avocats, ainsi que le groupe de travail sur la détention arbitraire, et souhaiterions saisir tout autre mécanisme que vous pourriez nous conseiller, susceptible de soutenir notre action pour que la vérité et la justice soient faites. Enfin, sachez, Madame la rapporteure spéciale, que notre couple étant en ce moment en exil en Suisse dans le cadre d'une double demande d'asile politique, nous restons à votre disposition entière pour toute question ou information complémentaire. Nous vous serions reconnaissants à cet égard, Madame la rapporteure spéciale, de nous permettre de vous rencontrer pour que nous puissions vous exposer les nombreuses autres affaires analogues sur lesquelles nous avons eu à enquêter, dont certaines tout récemment survenues avec des situations avérées de danger imminent et de violences sexuelles effectives concernant des enfants en bas âge depuis la France. Là, je fais allusion à l'affaire Sophia Bida que nous venions de récupérer. Je reprends la lecture. Nous vous remercions chaleureusement, Madame la rapporteure spéciale, de l'attention particulière que vous voudrez bien donner à cette saisine et vous adressons nos sentiments les plus respectueux. Signé Janet Ziman et Christian Maillot. Voilà donc pour la saisine qui a été faite à la rapporteure spéciale sur les violences sexuelles contre les enfants dès le début février et qui rentrait dans un mécanisme de diverses autres saisines de mandats de l'ONU.
Je vais vous laisser, c'était déjà suffisamment long. Je vous remercie de votre attention. Faites l'usage que vous souhaitez de cet exemple de saisine et je vous dis à très vite pour le communiqué numéro 2 qui promet d'être explosif. Au revoir.